justement les rencontres du fauteuil rouge. Dans le fauteuil rouge ce matin, nous avons Nelly Sanchez qui nous vient du Périgord et nous sommes ravis qu'elle soit là en présentiel pour nous présenter à la fois son œuvre en tant qu'écrivaine, mais je dirais d'abord en tant qu'universitaire, parce que moi c'est sur ce terrain-là d'abord que je l'ai rencontrée dans le cadre de l'Académie René Vivien. Et ensuite, nous parlerons aussi d'un autre aspect de sa création, parce que c'est quand même quelqu'un de très imaginatif, de très créatif, qui n'arrête pas, et donc de son inspiration quand il s'agit de faire des œuvres qui sont... Enfin, tu te présentes comme collagiste, mais il y a peut-être aussi d'autres formes de médium. À découvrir, oui, on verra tout ce que j'arrive à faire avec une feuille de papier. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors justement, j'ai fait allusion tout à l'heure à ton activité d'abord en tant qu'universitaire. Est-ce que tu pourrais brièvement nous présenter ton parcours? Brièvement, donc j'ai fait mes études à Bordeaux, oui, et un jour j'ai décidé de faire une thèse sur l'image de l'homme dans la littérature féminine, et j'avais choisi Rachid au départ, on m'a imposé Colette, et à partir de là je me suis dit que la littérature féminine, alors là on est avant les années 2000, il y avait beaucoup de choses à découvrir, il y avait beaucoup de personnalités à exhumer, donc j'ai retroussé mes petites manches et je me suis mise à lire, découvrir, réfléchir sur le roman fin 19e, début 20e. Voilà. C'est comme ça que quand même tu as fini par réaliser ton projet de travailler sur Rachid. Oui. Et voilà le résultat. Donc ça s'appelle Le démon de l'absurde. Oui. Pourquoi ce titre? Alors parce que ça c'est une réédition d'un recueil de nouvelles de Rachid qui a à l'époque l'a appelé Le démon de l'absurde. Blanche a décidé de tout rééditer et elle m'a demandé de préfacer ce recueil qui, ma foi, révèle un étonnant dynamisme à l'époque, puisque Rachid est capable d'écrire des nouvelles, des contes, des scénettes, de mélanger le fantastique, le gothique, l'absurde dans ce recueil. Est-ce que ça a à voir avec la littérature masculine du 19e siècle? Est-ce qu'on est dans les mêmes imprégnations, dans les mêmes influences? Parce qu'on est aussi dans une littérature qui se dit décadente à la fin du 19e siècle, aussi bien chez les auteurs hommes que apparemment aussi femmes. Oui, Rachid s'inspire et revendique ses influences de la littérature décadente. Même elle participe à développer des thèmes comme la femme fatale, le vampire, l'imaginaire fin de siècle, fin de race, où on est sur de l'esthétique, on est sur du raffinement décadent. D'accord, donc on n'est pas très loin de l'univers de Huysmans. Alors, je pense qu'elle a lu en long, en large et en travers et qu'elle s'est vraiment inspirée. Oui. D'accord. Est-ce que tu as pu faire un parallèle justement entre René Vivien et Rachid? Est-ce qu'il y a des points communs entre ces deux femmes? Dans l'écriture ou dans la façon de vivre? Alors, dans la façon de vivre, non. René Vivien appartient à la haute bourgeoisie, elle le sait. Rachid appartient à la bourgeoisie de province, elle va faire en sorte de le cacher. René Vivien est très attentive au style, elle a une approche très exigeante du style, puisque toute sa vie elle va retravailler ses poèmes, elle va vraiment travailler sur le mot, sur le rythme, sur la phrase. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle engage Charles Brand. Elle est d'origine anglaise, il faut le préciser quand même. Elle est ce qui explique aussi peut-être sa prudence quand elle manie la langue française. Oui, mais elle est née et elle a grandi avec la langue française. Elle fait partie de cette haute bourgeoisie où on apprend aux enfants le français. Rachid, il y a une boulimie d'écriture. C'est-à-dire qu'elle va plus s'intéresser aux images, elle va plus s'intéresser à l'intrigue
quitte à écrire vers la fin de sa vie des choses qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont plus cette saveur. Rachid, elle ressasse, elle écrit toujours la même chose. Alors ces grandes thématiques, Rachid, justement, puisque tu es quand même la préfacière du démon de l'absurde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est le plus saillant dans son imaginaire? Ici, dans le démon de l'absurde, on est sur un basculement de la réalité. C'est-à-dire que soudain, elle veut montrer au lecteur que ce qui nous semble réel, ce qui nous semble certain, sûr, logique, ce qui nous semble, rationnel, il suffit de pas grand-chose pour que on bascule dans un univers justement qui ne répond plus aux règles de la logique. Alors, est-ce qu'on est dans un univers nervalien ou est-ce que déjà ça annonce un peu le surréalisme d'André Breton? Je dirais on n'est plus sur du nervalien. Il y a un romantisme décadent qui est résiduel dans ces thématiques. Non, pas encore. Pas encore. Alors toi, qu'est-ce que c'est qui va justement être suffisamment marquant pour que ça déclenche une vocation chez toi? La fréquentation de toutes ces femmes auteurs du 19e siècle. Qu'est-ce que tu vas en retenir pour ta propre écriture? Qu'est-ce que je vais en retenir? Qu'est-ce que j'en retiens? Déjà qu'une femme qui écrit peut écrire des choses bien. Oui, il y a toute une liberté qu'elle s'accorde et qui a permis à l'étudiante que j'étais de me dire mais moi aussi. Il faut savoir que mon sujet de thèse au départ n'a pas fait l'unanimité ni de mon directeur de thèse qui voulait absolument que je travaille sur Georges Colette. Alors d'abord Colette. Lui, il était spécialiste de Georges Sand, donc il voulait absolument que je prenne Georges Sand. Après, quand j'ai présenté Rachid, il m'a dit non, mais c'est pas une autrice. C'est du populaire, c'est pas académique. Donc il m'a dit, vous mettez ça avec quelqu'un qui soit reconnu. Et la seule à l'époque qui tenait la route, c'était Colette. Donc j'ai dû fabriquer ce tandem. Et d'ailleurs, 30 ans après, j'ai revu mon directeur de thèse, qui se souvient de moi, non pas pour l'excellence de mes recherches ou quoi au caisse, mais simplement parce que j'avais proposé un sujet qui était totalement délirant, totalement absurde à ses yeux encore aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, donc, dans ton écriture, qu'est-ce que tu vas retenir, à part le fait qu'une femme est légitime pour écrire des livres et peut écrire d'ailleurs quelque chose de tout à fait qualitatif? Est-ce que ça a aussi influencé des sujets que tu as abordés après toi dans tes propres écrits? Honnêtement, certainement. On ne sort jamais indemne d'une lecture, mais... Parce que le fantastique, il y est aussi chez toi. Il y a un peu. Je commence à me rapprocher du fantastique, puisque mon 4e polar, il y a une histoire de maison hantée. Mais j'ai pas été très très à l'aise avec le fantastique. Plus avec le décalage avec la réalité, oui. Oui. Je m'en suis approchée petit à petit, mais c'est plus venu par le collage que par l'écriture. Mais peut-être qu'une porte en a ouvert une. Exactement. Oui. Alors, au milieu de tous tes écrits, justement, qu'est-ce qui domine? Tu nous as parlé déjà de polar, mais est-ce que ça a commencé par le roman policier ou est-ce que tes premiers écrits, c'est encore autre chose? Non, mes premiers écrits, c'est très sage, c'est l'universitaire, c'est-à-dire des articles, des livres avec annonce des idées, annonce du thème, de la thèse. Bon, donc un travail de chercheuse d'abord. Travail de chercheuse, mais j'adorais. Et ça, je dirais quelque part, ça a préparé le terrain du polar, parce que comme je l'indique, le titre, c'est un certain goût pour le fragment. Et entre les recherches et le polar, on est à chaque fois sur une collecte d'indices. Puisque
moi, ce que j'aime bien quand je fais mes recherches, c'est me baser uniquement sur des faits. S'il me manque quelque chose, je ne vais pas broder, je ne vais pas imaginer, je ne vais pas interpréter. Je suis vraiment sur le terrain. Ce qui fait que, par exemple, René Vivien, j'ai galéré pendant 4 ans à courir à droite à gauche pour vérifier une hypothèse et aussi détruire certains lieux communs, certaines idées qui étaient toutes faites. Et essayer de la révéler dans toute sa réalité. Donc, je connais... Et sa complicité aussi avec un homme qui était finalement assez atypique, parce que lui, il avait une réputation de sérieux, oui. Il avait des responsabilités sur le plan régional. Oui, et oui, c'est un homme qui avait une réputation de quelqu'un de tout à fait digne et sérieux. Et puis, dans sa correspondance avec René Vivien, on s'aperçoit qu'en fait, c'est quelqu'un d'assez troublant, d'assez déstabilisant, de très fantaisiste. Et donc, le fait d'avoir réuni cette correspondance, tu mets à jour ça aussi. Oui. Des personnalités tout à fait inattendues. C'est clair. Jean-Charles Brun, c'est vrai qu'il a une réputation d'être le plus jeune agrégé de France de son époque, d'être un monsieur sérieux, mais en vérité, il vit avec une femme mariée, il s'est enfui avec une femme qui est beaucoup plus âgée. Ils vivent ensemble sous un faux nom. Et la complicité avec René Vivien, je dirais pas ça, c'est qu'elle le paye, et quand il va pas assez vite, mais elle insulte. Et il est obligé de faire le travail demandé. Et puis elle lui a donné un surnom aussi. Alors, qui est pas banal. Ce monsieur s'appelle Suzanne dans ses lettres. Suzanne, on ne sait toujours pas pourquoi. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur, je ne sais plus si c'est un livre ou... Oui, certainement, où il est question à nouveau de Suzanne Aubin, l'épisode biblique, cette jeune femme qui séduit, qui attire les vieillards. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose aussi à creuser dans ce sens. En tout cas, le mystère reste entier du pourquoi Suzanne. Oui, mais en attendant, elle le féminise. Oui. Sachant qu'elle-même revendique quand même le fait qu'elle est une autrice lesbienne, à une époque où personne n'osait faire ça. C'est la première en fait à faire ça, à enlever l'idée que René, ça serait un prénom androgyne, et elle fait rajouter le E quand même. Oui, mais elle va tranquille, mais elle commence par une étoile, comme beaucoup de femmes, notamment comme Anna Denoy quand elle commence à publier. Après, c'est René sans E. D'abord, c'est René point, R point. Après, René sans E. Et elle rajoute le E. Mais elle ne publie pas sous son vrai nom. Mais dans l'univers où elle vit, elle revendique quand même le fait d'être une autrice et d'être une autrice qui appartient quand même à une certaine catégorie de femmes. Oui, et ça va tellement pas lui plaire qu'à partir de 1906, c'est publié à compte d'auteur, c'est distribué seulement à ses lecteurs, et elle rejette les critiques, le bourgeois bête, le parisien stupide. Mais ça va quand même permettre à d'autres femmes comme Colette d'affirmer, après son aventure livresque avec Willy, le fait qu'elle peut être elle aussi une autrice et une autrice lesbienne. Même si après, dans le cas de Colette, c'est ambigu parce qu'en fait, Colette, elle a surfé sur la pub. Oui, elle est les deux. Et puis quand on sait comment Colette a traité la marquise de Morny, on peut se poser des questions sur la bienveillance de ce couple qu'elle a fondé, qu'elle a constitué avec la marquise pendant un temps. Oui, mais alors là on est un peu comme dans les relations avec René Vivien et Jean-Charles Brun. Oui, ou alors avec, je cherche son prénom, Barnet.
Voilà, Barney. Oui, oui, Ça mériterait une soirée entière de parler de ces deux. Voilà. Oui. Bon, alors maintenant, venons-en aux influences. Toi, qu'est-ce que c'est qui, justement, quand tu écris, t'influence le plus? Puisqu'on part, on raccorde avec toute cette connaissance de la littérature plutôt féminine, voire féministe, on pourrait peut-être aller jusque-là, du 19e siècle, et aujourd'hui, donc, la fin du 20e siècle et le début du 21e. Comment tu raccordes les wagons? Comment je raccorde les vagues? Dans ma tête, comment dire, ces femmes de lettres, oui, elles doivent certainement être une sorte de terreau, une sorte de matrice de mes écrits. Mais quand j'ai commencé à me lancer dans l'écriture du polar, j'ai pas vraiment pensé à elle. Parce qu'il n'y en a aucune, à part Danielle Le Sueur, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui était une grande copine d'Arthur Conan Doyle. Il y en a très peu qui se sont lancés dans le polar. Et bonjour, excusez-moi. Et Rachid écrit un ou deux polars, mais c'est minable parce qu'elle veut faire comme Simenon. Excusez-moi. Elle veut faire comme Simenon, mais elle n'y arrive pas. Je sais pas, c'est venu justement pour le goût à un moment donné. Et si moi-même je m'inventais des fragments à collecter pour essayer de trouver une cohérence dans mon imaginaire. Oui, parce que tu nous as dit tout à l'heure que de toute façon tu faisais déjà ce travail de détective dans le cadre universitaire. Oui, mais dans le cadre universitaire, j'ai un cadre spatio-temporel qui m'est imposé. J'ai des vraies personnalités, j'ai du vrai, j'ai du tangible. Tandis que dans le polar, j'ai été obligée de tout inventer. Et au départ, je ne m'en suis pas sentie capable, donc je me suis appuyée sur ce que je connaissais, à savoir la géographie des lieux. C'est pour ça que tout se passe en Dordogne pour l'instant. Justement, j'allais t'interroger sur tes freins. Est-ce que le fait d'être un professeur reconnu, avec une validité, avec des attentes, ça freine pour l'écriture personnelle, ou est-ce qu'au contraire c'est un challenge et que finalement on se dit après tout, voilà, mes étudiants connaissent et mes collègues connaissent un aspect de moi et le public, lui, il va en découvrir un autre. Alors, est-ce que c'est... Non, parce que je connais beaucoup de personnes qui en arrivent même à prendre un pseudonyme plutôt que de s'affirmer dans une carrière déjà établie comme différent de ce que finalement leur cénacle connaît le mieux. Alors, le pseudo, non, pas question, j'assume tout. D'accord. Et tout est complémentaire. Et il y a un refus de rentrer dans une case puisque tout communique. D'accord. La lectrice de Rachid de René Vivien, c'est la même qui écrit. Non, tout communique. Je veux montrer implicitement qu'il y a une dynamique. Et puis, ma légitimité d'universitaire, est-ce qu'elle m'a servi? Je ne sais pas. Cautionne ou dessert? En tout cas, quand j'ai envoyé mon premier manuscrit, mon premier polar à l'éditeur, sachant qu'il avait été publié ailleurs, même si ça n'avait rien à voir, je pense que ça m'a servi. D'accord. Donc il y avait déjà la confiance sur une maîtrise de l'écriture, une capacité à cerner un sujet. Quoi. Bon, voilà. Et puis ça montre que je ne suis pas bornée sur un seul sujet, c'est-à-dire que je suis lectrice de polar, j'écris des polars, je suis aussi lectrice d'autres choses et je peux communiquer, je peux échanger sur beaucoup d'autres choses. Alors, dans tes livres, quel est le premier finalement? Avec quoi tu te lances la première fois? Alors, on sait que ça ou polar? Non, polar. Polar. Oui, on va parler de ton œuvre personnelle. De mon œuvre personnelle, une infirmière dans le jardin.
qui se déroule En Dordogne. en Dordogne, Oui, dans une maison que nous avions louée. Et tout commence avec une voisine qui n'arrête pas de brailler. Une chef d'entreprise qui n'arrête pas de hurler au téléphone, qui n'arrête pas de hurler sur ses employés. Et je me suis dit un jour, mais il faudrait qu'on la tue. Bon, je ne l'ai pas fait. Mais ça a été un point de départ, essayer d'organiser, de semer des indices pour arriver à quelque chose. Au final, j'ai assassiné une infirmière qui n'existe pas, mais le lieu existe. Et j'ai repris dans ce premier roman une figure très importante du quartier, qui est un homme qui, tous les jours, en fin d'après-midi, est sur cette place, une pierre à la main. Il a un look, un physique de Iggy Pop, et je l'ai mis. J'en fais un témoin involontaire, mais je l'ai mis. Et voilà, j'ai commencé à construire avec des indices du réel. Je les ai assemblés. Quelle a été la réception de ce premier livre? Ça les a étonnés, ceux qui ont lu, ou ils te connaissaient déjà un peu aussi sous cet aspect-là? Non, il est totalement passé inaperçu. Il y a une sorte de temps de latence entre l'écriture d'un livre et le fait que votre entourage, ou en tout cas le cercle de vos connaissances plus ou moins élargies, se rende compte que vous écrivez. Et que c'est aussi vous, Ouais, ça. et que c'est aussi moi. Oui, oui. D'accord. Alors il a fallu attendre quel nombre de publications pour qu'enfin on réalise que Nelly Sanchez était une autrice à part entière et pas qu'une universitaire qui écrivait? Je dirais le deuxième ou le troisième, puisque la fac de Limoges m'a confié un atelier d'écriture où j'interviens en tant qu'écrivain et mes étudiants, je leur demande de se comporter comme des écrivains. Oui. Ce qui est très compliqué pour des étudiants de lâcher prise, par exemple, de mettre un gros mot dans un texte. Oui, parce que d'habitude, Voilà, c'est pas académique. Oui, voilà. Mais je leur dis, si votre personnage a besoin, si ça fait partie de la psychologie, allez-y, lâchez-vous, mais écrivez les gros mots correctement, ça c'est la seule contrainte. Pareil, beaucoup se sont autocensurés sur des univers, sur des situations, parce que pour eux, c'était pas universitaire, académique. Et quand je leur ai dit qu'ils pouvaient y aller, là j'ai eu de très très bonnes choses. D'accord, donc tu travailles sur justement la capacité à intégrer qu'une écriture, elle doit être révélatrice en fait du sujet que vous faites. Oui. Ou alors s'il y a un décalage, le montrer de façon à faire rire, sourire, faire réfléchir le lecteur. Ou le terroriser, parce que c'est quand même des romans policiers. Oui, mais alors moi j'ai découvert que je rentrais dans la catégorie cozy crime, c'est-à-dire que c'est gentil, il y a du meurtre, mais je ne vois pas l'intérêt de m'attarder sur la description du cadavre, du meurtre, des tripes qui traînent dans le caniveau. Donc c'est pas gore. Non, c'est pas gore. Il y a plutôt le travail de l'enquête qui est mis en évidence et la psychologie des personnages. Surtout la psychologie des personnages. Voilà. Alors au final, donc, tes réalisations, ça va aboutir à un certain nombre d'ouvrages. Oui. Et le dernier, est-ce que tu peux nous le présenter? Alors, le dernier, j'en suis particulièrement fière. Ça s'appelle Un caillou dans la godasse. Ah si, influence littéraire sans Antonio. Voilà. Avec tout ce qu'il a de caricatural, d'irrévérencieux. J'ai découvert ça assez tardivement, mais je crois que j'ai bien fait de le lire tardivement parce que j'ai compris toutes ces subtilités et ces pieds de nez, voire plus, à la société. Donc, Un caillou dans la godasse, ça se passe entre Saint-Cyprien en Dordogne, parce qu'il y a un Saint-Cyprien du côté de Perpignan, et Nontron, qui est un bassin, qui a été pendant longtemps un bassin de fabrication de chaussures de luxe et de semi-luxe. On a à l'heure actuelle Repetto, par exemple, ça vient de chez nous.
Et j'ai repris le cadre géographique, j'ai repris l'économie de ce bassin d'emploi et j'ai mis en scène une famille de Parisiens, le père, le fils et la belle-fille, pour un huis clos, on va dire, dysfonctionnel, puisque les portes claquent et on règle les comptes. Et j'y ai mis aussi un petit peu une maison qui a existé pour en faire une maison hantée. Et je me suis bien amusée à l'écrire. Je suis très très contente de celui-ci. Voilà. Il y a quelque chose. Non, autant le premier, le deuxième, je suis pas trop contente. Le troisième, je me suis dit j'aurais pu faire mieux. Mais celui-ci, j'ai vraiment lâché J'ai eu prise. l'impression que voilà, tu avais vraiment fait tout ce que tu voulais, Oui. mais qu'en même temps tu maîtrisais le genre de mieux en mieux. J'ai l'impression, oui. Voilà. Oui. Alors cette maison hantée, est-ce qu'elle est influencée par une maison hantée dont tu aurais entendu parler dans les faits divers ou dans une expérience de vie, ou est-ce que tu as tout inventé? Alors, la maison existait, je dis bien existait, parce que un jour on est allé se balader à Saint-Cyprien et il y avait une maison qui était laissée à l'abandon avec, elle était veuve de portes et de fenêtres, elle était mangée par le lierre, il n'y avait plus de toiture. Vraiment, vous savez, quand le ciel est bas, le ciel est couvert, il n'y a plus d'ombre, tout est dans les teintes grises. Ouais. Et j'ai dit, c'est là. Mon prochain cadre pour le polar, c'est là. Et on est repassé il n'y a pas longtemps. Elle a été rachetée par des Hollandais, puis ils vont faire des appart-hôtels. Donc autant dire que le côté poétique et le côté gothique, le côté mystérieux a totalement disparu. Et donc inspirant aussi. Et donc inspirant. Bon, mais peut-être plus fédérateur quand même, plus standard. Malheureusement, je dirais oui, plus standard. Voilà. Ouais. Alors ensuite, dans le public, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui voudraient poser des questions au stade où nous en sommes de l'entretien, ou est-ce qu'on peut continuer en présentant peut-être Du collage oui, ce que tu nous as préparé, le diaporama. Ok. Alors nous avons un assistant technique, Oui. deux même aujourd'hui. T'as plus qu'à appuyer. Normalement. Ah, ça s'est mis en... Alors voilà, la première diapo, j'ai fait une sorte de galerie de portraits des femmes sur lesquelles j'ai travaillé. En haut à gauche, donc, vous avez René Vivien. En bas à gauche, Lucie de la rue Mardru, qui elle aussi était une touche à tout. S'il y a bien une figure de la littérature fin 19e qui m'a inspirée, je dirais que c'est elle. Elle est poétesse, elle écrit, elle fait de la musique, elle peint, elle fait de la sculpture. Une espèce de touche à tout, oui, assez génial. D'ailleurs, j'ai cofondé avec Patricia Esquerdo l'association des amis de Lucie de la rue Mardru, qui commence à prendre racine à Honfleur, puisque ça y est, c'est officiel, elle est reconnue. Ils ont ses livres, voilà, ils en parlent volontiers quand il y a des choses autour des écrivains. En haut à droite, Rachid le Jeune, et en bas à droite, Daniel Le Sueur. J'ai préfacé il n'y a pas longtemps, non, je l'ai pas amené. J'ai préfacé il n'y a pas longtemps Nietzschéenne, puisque dans une histoire d'amour, mine de rien, elle illustre la pensée de Nietzsche, et ça tient la route. Elle surfe sur la mode de Nietzsche à l'époque, et pareil, c'était un grand moment. J'ai trouvé très très intéressant ce roman. Voilà. Donc là, les différentes... Je reviens sur les 4 autrices dont tu nous as parlé. Est-ce que tu peux resituer un peu leur appartenance sociale? Parce que
en dehors de la Nietzschéenne, on peut imaginer qu'elles sont peut-être pas non plus complètement là par hasard dans cette fin du 19e siècle. Alors, René Vivien, donc haute bourgeoisie Oui, anglaise. on l'a Ouais. évoqué. Et les trois autres appartiennent à la bourgeoisie de province. Quoique Lucilla Mardru, son père est magistrat à Honfleur, Oui. donc elle appartient à la haute bourgeoisie. Rachid, petite bourgeoisie de province, et Daniel Le Sueur, mine de rien, toute petite bourgeoisie parce qu'elle est obligée d'être institutrice à ses débuts. Mais on est quand même dans... Oui. Enfin, chez déjà des lettrés, quoi. Oui, des lettrés, oui, C'est des femmes qui lisent. Oui. Oui. Et qui reçoivent une bonne éducation. Rachid, ça a été un peu chaotique, puisque elle est confiée à des jésuites, comme faisaient des précepteurs, plus ou moins qualifiés, plus ou moins compétents. Mais ça, c'est ce que raconte Rachid. En gros, elle veut nous faire comprendre qu'elle s'est fabriquée toute seule, Rachid, qu'elle n'a besoin de personne pour être ce qu'elle est devenue. C'est peut-être vrai, mais il y a une part quand même d'influence. Oui. Bon, même si elle n'a pas toujours été consciente. Et puis après, le fait d'être institutrice aussi dans ce siècle-là, c'était déjà aussi une option politique, c'est-à-dire c'était déjà faire partie des hussards, quoi, Oui. de la République. Aussi, bon. Donc il y a aussi peut-être derrière tout ça des revendications déjà féministes. Je voudrais en arriver là. Honnêtement, non. Je pense que si Daniel Le Sueur a commencé par être institutrice, c'était parce que déjà elle ne pouvait pas se marier, il n'y avait pas de dot à la clé, donc c'était pour gagner sa vie. Comme Rachid a commencé à écrire, elle est montée à Paris avec sa mère qui avait besoin de soins puisque maman est un petit peu névrosiste hystérique. Elle a commencé à écrire, à gagner sa vie. Vraiment, on était sur gagner sa vie. Et il n'y a pas de conscience politique, il n'y a pas de revendication derrière tout ça. Gabriel Régal, ça viendra beaucoup plus tard. D'accord. Donc, il y a l'envie, un peu comme chez Virginia Woolf, d'une chambre à soi, oui. Mais il n'y a pas encore des revendications de suffragettes. Ah non, pas du tout. Et puis la suffragette, c'est pas un phénomène français, la suffragette. Oui, mais en fait, je pense à René Vivien qui était quand même qui appartenait au Royaume-Uni. René Vivien, elle disait si les femmes veulent le droit de vote, elles n'ont qu'un intérêt à se montrer dignes du droit de vote. C'est-à-dire que vous bougez, vous arrêtez d'être de jolies évaporées et puis vous montrez votre sérieux et on vous accordera peut-être le droit de vote. D'accord. Donc là, mes différentes publications. Un truc rigolo auquel j'ai participé, c'est des bienséantes, une petite maison d'édition bordelaise. Donc là, c'est l'apprenti, il n'y a que des femmes qui travaillent là. Et elles ont collecté tous les préceptes les plus délirants que l'on trouvait dans les manuels de bonne manière. C'était... Voilà, c'est les choses les plus délirantes que les femmes devaient faire, c'est-à-dire surtout pas se lever décoiffée, effacer sa personnalité au maximum. Elle révèle aussi qu'on conseillait certaines bières aux femmes allaitantes, alors que maintenant, une femme enceinte et une femme qui allaite, surtout, pas d'alcool. Là, au contraire, on leur conseille de bien... Ça me rappelle une anecdote. En Amérique latine, ça continue d'être conseillé de boire de la bière pour les femmes allaitantes parce qu'il semblerait que ça hydrate bien, en tout cas sous les climats chauds, et puis que le lait aurait un meilleur goût. Alors voilà. Donc c'est comme chez Montaigne, tu vois.
mensonge en deçà, vérité au-delà. Ça dépend dans quelle partie du monde on se place. Quoi. Et puis, oui, l'illustratrice aussi a fait un super travail. Non, ce petit livre rose, j'ai bien aimé participer. Après, il y a Montsouris, qui est donc une réédition de Louise Hervieux, qui est une dessinatrice, une peintre, qui est à l'origine du carnet de santé. Cette femme se révèle être atteinte d'une syphilis héréditaire. Et elle va militer pour le carnet de santé. Et elle écrit une sorte d'autobiographie, mais elle parle du rôle que joue le parc Montsouris au sein de la population, qui est une population pauvre, donc alcoolique, prostitution, malade à cause des tanneries qui se trouvaient du côté de la Bièvre. Donc elle écrit et elle a vraiment une vision assez, je dirais, objective et pas du tout langue de bois sur l'époque. Et l'état du mariage qui fait que si on est justement contaminé, il faut rester quand même digne et surtout garder le secret de famille. Oui, c'est ça. Et si même à cause de la maladie on se retrouve infertile, il y a de fortes chances pour qu'il faille aussi porter le chapeau de la culpabilité de ne pas donner un descendant à sa belle famille, ce qui finit de rendre contrite l'épouse. Qui a été épousée presque par erreur, alors qu'en réalité on a complètement modifié son profil. Donc voilà, et puis à droite, une édition scientifique, c'est comme ça que ça s'appelle, les recettes des belles perdrix. On est sur le recueil de recettes publié par le premier club gastronomique féminin français. Pareil, ça fait partie de ces découvertes au fil des recherches. On est dans les années 29 et les femmes décident de fonder un club gastronomique uniquement féminin. Lucie de la rue Margerie, par exemple, en fait partie, parce que les femmes sont interdites dans les autres clubs gastronomiques et elles montrent qu'elles savent manger, boire. Et puis qu'elles sont en cuisine de toute façon pour les 3/4, et que le dernier quart restant, ce sont des maîtresses de maison qui donnent les directives en cuisine. Voilà, donc en fait, l'univers de la gastronomie ne leur est quand même pas complètement étranger, elles le revendiquent. Donc dedans, il y a des chansons à boire, il y a plein de... C'est une sorte de vadémécum de la convive moderne. Vraiment, ce livre, c'est vraiment l'épicurisme féminin et j'ai adoré travailler dessus. Et ça va jusqu'à quelle année? Alors, le club gastronomique disparaît malheureusement avec la Deuxième Guerre mondiale. En plus, elles sont une vingtaine et au niveau politique, je pense qu'il y a eu des discussions à table qui ont dû être houleuses parce que nous avons par exemple Maria Croci qui va faire l'apologie de la politique mussolinienne. Donc on est dans les années 1920 1930, 29, 30, voilà. On a Gabrielle Réval aussi qui va être une fervente pétainiste, qui va aller faire un tour au Portugal et qui va applaudir des deux mains le régime de Salazar. On a des futures résistantes, on a qui vont devoir quitter le pays en catastrophe du fait de leur confession juive. Voilà, ce groupe de femmes a dû voler en éclats pour des raisons politiques. Bon, les réalités de l'histoire n'ont pas réussi à peut-être leur couper l'appétit, mais en tout cas ça a réussi à les désunir. C'est bien dommage. Donc là, mes 4 couvertures de polar en par ordre chronologique. Et comme je suis collagiste et que mon éditeur l'a su, c'est moi qui ai fait mes couvertures. Avec une unité graphique. Et
plus ça va, plus c'est compliqué de trouver des couvertures qui soient originales. Parce qu'à chaque fois, c'est me dire, attends, hop. Donc ça, c'est mon premier collage. Mon premier collage, je l'ai marqué au dos. Hein. Une carte postale que j'avais achetée quand j'étais à Barcelone pour un week-end. La carte postale n'a jamais été envoyée. Et ça a été découpé au ciseau à ongles. Et voilà, mon premier collage, je l'ai gardé. Alors, ça évoquait ton voyage, ça évoquait le retour de Barcelone, ou ça évoquait encore autre chose, c'est-à-dire un condensé peut-être de tout un tas d'autres influences. C'est, comment dire, alors là, c'est vraiment le surréalisme qui s'invite ce soir-là, sur ma table de nuit, puisque ça, j'ai fabriqué tout ça sur ma table de nuit. J'ai même ressenti besoin d'aller acheter un tube de colle à l'épicerie du coin pour vraiment le finaliser. Non, ça a vraiment été... le côté automatique s'est fait comme ça. Il y avait une pile de prospectus, vous savez, sur les chambres d'hôtel, C'est vraiment venu comme ça, presque en 10 minutes, j'avais tout découpé, tout était à sa place. Et je suis allée acheter de la colle et pof, voilà. Bon. Et quelle a été la réception des personnes de ton entourage par rapport à ce premier collage? Est-ce qu'ils sont restés étonnés justement de ce que tu réalisais, ou est-ce qu'ils t'ont applaudi? Est-ce que ça a été au contraire un moment où tu les as désarçonnés? Alors celui-ci, je l'ai montré à personne. Franchement, ça fait partie je dis pas des choses honteuses, mais des choses qui sont restées secrètes. Je ne l'ai jamais exposé, ni chez moi, ni dans une galerie ou dans une expo, mais c'est vraiment le collage fondateur. Si je devais en sauver un, je pense que je sauverais celui-ci. Donc il avait vraiment, son importance, et ça t'a ancré dans ce type d'activité artistique, et ça a confirmé aussi ton inspiration, que ça pouvait prendre aussi cette direction. D'accord. Oui. Alors ensuite, donc, comment on en arrive de ce collage que tu gardes secret à aujourd'hui des couvertures de livres que tu revendiques en fait? Alors voilà, mon univers maintenant, on est sur du grand format, sur fond noir. Comment on est arrivé? Petit à petit, j'ai pris ma respiration et j'ai élargi. J'ai trouvé un fond qui me correspondait, le théâtre de l'inconscient, le fond noir. Et toutes les thématiques possibles, imaginables, aussi bien de la mythologie, comme le deuxième, l'ange des rebelles. Voilà, ça vient en feuilletant des magazines. De préférence des magazines de mode, papier glacé parce que ça supporte mieux la colle. Et le support, qu'est-ce que c'est? C'est de la cartonnette noire, du canson ou du papier italien, un noir bien mat qui permet de faire ressortir les éléments que j'ai découpés. Ça a été spontané ou il a fallu plusieurs essais avant de finaliser sur ce support-là? Alors, je découpe et après c'est comme un puzzle, c'est trouver l'unité. Trouver l'unité, l'équilibre. Et une fois qu'on a placé, on dit ah, là ça fonctionne. Généralement, je demande un regard extérieur. Ça fonctionne pas. Mais il y a quand même le choix d'un support sur fond noir. Oui, toujours. D'accord. Sauf, ce qui n'était pas le cas dans le premier. Ouais. Donc là, c'est une série que j'ai fait à une époque. J'étais dans un concept store à Granville. Et à Granville, il y a Christian Dior, qui, on ne le sait pas, était brièvement galeriste de surréalisme. Et c'est à lui, je crois, qu'on voit la première expo de Léonore Fini. Oui, Léonore Fini.
Et donc j'avais fait une série de collages sur l'univers de Dior, avec des modèles à lui, et essayer de retravailler son univers avec, par exemple, l'univers des roses, puisqu'il y a le jardin des roses. Le jardin Christian Dior, Ouais. à côté du musée, voilà. Donc, qui a été mis en place par maman, parce que comme la famille Dior devait sa fortune au guano, suivant le sens du vent, ça sentait pas toujours bon, donc la rose servait de parfum. Donc quelques collaborations, j'ai illustré une traduction américaine de la Vénus à la fourrure. J'ai travaillé avec un poète sur la légende de Mélusine, et au milieu une série de cadavres exquis avec deux anglo-saxons, des Gallois, John Richardson et John Wilson, où régulièrement, début d'année, on s'envoie des bouts de papier et on fait des cadavres exquis. Et on s'amuse bien là aussi. Ça, c'est un de mes projets à la fois très compliqués, mais que j'ai bien aimé. Réaliser une étiquette pour du crément d'Alsace bio. C'est une commande ou c'est Oui. Spontanément? C'est une commande et le collage retenu a été celui de Bosch. Et là, on n'est pas sur du fond noir, on est sur du fond violet et doré. C'est plus difficile? Oui, parce que j'avais peur que ça soit pas très très lisible, puisque mine de rien, une étiquette de vin demande beaucoup de place pour tout ce qui est inscription. Donc j'ai travaillé aussi sur des affiches. Donc Zinzoline, on est à Blaye du côté de Bordeaux. Celle du centre, c'est Mareuil pour une journée pour le 100 ans du surréalisme. Et le premier salon des éditrices indépendantes à Limoges. Est-ce que ça a été mieux accepté comme ça que ce que tu faisais avant de ton propre gré, quoi? Oui, sachant qu'à chaque fois, là, je répondais, on va dire, plus ou moins à des commandes. Mais aussi à des contraintes. Oui. Puisque l'affiche aussi, comme l'étiquette de vin, demande beaucoup de place. Donc quand on livre le visuel sans les indications, on dit oui, mais ça c'est vide. Donc une fois qu'on a placé tout ce qu'il faut, on se rend compte que c'était pas mal. J'ai aussi fait une série de couvertures, là j'en ai mis que 3, pour les presses universitaires de Limoges. La collection s'appelait L'un et l'autre en français, et ça m'a permis de découvrir la littérature africaine, Nelly Arcan, beaucoup de choses, puisque je lis le livre quand même que je dois illustrer. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le Pulim? Honnêtement, non. Cette maison d'édition m'a demandé, j'ai dit oui, et je leur ai proposé un visuel, à savoir les bandes de couleurs qui changeaient à chaque numéro, et l'objet, l'élément qui figure renvoie à quelque chose qui est dans le livre. Par exemple, donc la fabrique de la littérature, Nelly Arcan sur l'enfant dans le miroir, il y avait une histoire de modèle et de mannequin. La figure du loser, j'avais pris du jaune parce qu'il y a l'idée de foie jaune, un foie jaune en américain. Oui, voilà, c'est vraiment le lâche. Et la tête de mouton squelette, on était sur cette idée de côté Far West, puisqu'il était question, je crois, d'une grande séance de Far West. Alors, du papier, encore du papier. Ma dernière création à gauche est un buste en papier mâché, qui est exposé actuellement à la médiathèque de Nontron. J'ai travaillé aussi sur du papier mâché, sur des coquilles d'escargot, avec l'œil, et j'ai travaillé aussi sur un œuf, sur des œufs. Tout ça c'est sur cloche, des petites installations. Alors au fur et à mesure que tes réalisations défilent, on voit aussi que petit à petit la reconnaissance
se concrétise, devient plus diversifié, qu'il y a quand même des attentes, puisque ça aboutit même à des commandes. Comment tu vis justement le fait d'être attendu sur le plan universitaire, sur le plan de l'écriture, et en même temps maintenant sur le plan aussi de la réalisation en tant que plasticienne? Est-ce que c'est facile de jongler avec tout ça? Oui, disons que les commandes sont tellement rares que je trouve toujours du temps. Non, j'ai pas un carnet de commandes rempli. J'arrive à jongler avec toutes mes activités. Il y a du mouvement, mais on ne se presse pas au portillon. Bon, mais ça va finir par arriver maintenant qu'on connaît un peu mieux son parcours et tes sources d'inspiration. Donc ça, c'est mon dernier projet, Les Serrures du Possible, donc une revue trimestrielle en ligne d'inspiration surréaliste avec un ami, un ancien journaliste de la presse de Genève, Jean-Noël Cuénaud. Qui vit aussi en Dordogne. Qui vit en Dordogne aussi. Et on a décidé de lancer cette revue. Alors cette revue, justement, quelles sont ses ouvertures en fait? C'est parti, enfin le projet est parti de quoi? Et ça s'adresse à quel type de créateurs et aussi à quel public? Alors tout public, international, puisqu'on a des textes en anglais, on a des textes en espagnol, en portugais. Tout type de créateur qui répondra à la thématique. Le premier numéro, c'est occultation. Donc occultation, l'alchimie, l'occultisme, il y a toute une déclinaison autour de ce mot. Poèmes, textes de réflexion visuelle. On a vraiment tout pris et on a vraiment un échantillon très très large de création et on a découvert des gens fabuleux. Le surréalisme de l'Amérique du Sud, on n'en parle pas assez, mais c'est merveilleux. Voilà, il y a des choses qui sont fabuleuses. La prochaine thématique, sans spoiler, est-ce que tu peux nous la... C'est quoi la prochaine thématique? Oui. Je ne sais pas. Je vais poser la question, on m'a dit ça un peu tôt. La question mystère. On m'a dit ça un peu tôt. Je ne sais plus. Mais là, le numéro est sorti. Non, date limite le 21 avril. D'accord. Donc tout ça, c'est work in progress. C'est work in progress, oui. Voilà. Autre work in progress, cinquième polar, qui va se dérouler à Brantôme et autour de la figure de Fernand Desmoulins, qui est un ami de Zola, qui est peintre académicien et qui, à un moment donné dans sa vie, est visité par des esprits, fait des dessins automatiques, je vous en ai mis quelques-uns, fait de l'écriture automatique. Et je me suis dit qu'après une maison hantée, je pouvais travailler sur l'image d'un médium. Et en plus, là, j'ai la rencontre du 19e. Oui. Et du polar. Le goût du spiritisme qui démarre aussi dans cette période-là, Victor Hugo par exemple. Et puis Zola qui s'est intéressé aussi au miracle, à Lourdes, il était tout étonné, lui aussi, de découvrir que finalement il y a la réalité et puis aussi il y a peut-être des signes dans d'autres façons de sentir les manifestations que simplement celles que l'on voit. Donc, pour répondre à l'exercice, une citation susceptible de me caractériser. Fritz Horn et son petit roman Mars. Découvert ce roman. Je reviens dans le champ des possibles. Découvert dans une boîte à livres ou sur une table dans une chambre d'hôte. Et il avait écrit: il ne suffit pas simplement d'être, on doit également agir. Et ouais, ça je m'en suis fait ma devise. Ce jeune Fritz, il meurt très jeune. Et un petit peu la façon de Rimbaud, il est en colère contre la bourgeoisie suisse. Et donc il raconte son parcours. En plus, il atteint un cancer, ce
qui explique son espérance de vie très courte. Et il y a une écriture très virulente, très rentre-dedans, et j'avais bien aimé. Donc, oui, voilà. alors moi ça entre en résonance parce que moi j'avais été interpellée aussi par une expression qui était « si tu veux que le monde change, change-le ». Vous avez entendu, voilà, c'est un peu la même chose. Oui, oui. Bon, et après je t'avais dit, y a-t-il une citation, un proverbe qui te caractérise? Donc on y est, voilà. Éventuellement un animal totem aussi, dans lequel tu te sentirais représenté. Un animal totem. Non, tous. Le cerf. L'ornithorynque. Le hibou. Oui. Non, j'ai pas d'animal totem. Et alors après, je vais proposer aux personnes ici présentes donc l'échange avec l'autrice, les dédicaces autour des dernières publications. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu qu'est-ce que tu as apporté ce matin, s'il te plaît? On finit avec la question jamais posée, puisque c'est ce que tu veux. Oui, aussi, mais bon, j'allais... Alors, après, c'était censé être après, oui, quand même, ce que tu nous as montré, ce que tu nous as apporté aujourd'hui, concrètement. Alors, concrètement, Alors, Prenez Vivien. Oui, on a déjà évoqué le cas de la correspondance avec Jean-Charles Brun. Ouais. Ensuite, j'ai amené donc les recettes des belles perdrix. Les recettes sont faisables. Bon. Avec les ingrédients de l'époque, c'est-à-dire qu'on aime bien le beurre, on aime bien la crème fraîche. En Normandie aussi. Oui. Et donc, alors, mes 4 polars. Oui, on commence par pigeon à l'oseille. Pigeon... En même temps que je les attrape. Alors, pigeon à l'oseille, je dirais on serait presque sur de la science-fiction dans la mesure où je me suis rendu compte qu'en Dordogne, si on voulait, on pourrait fabriquer de la vodka. On a tout ce qu'il faut. Donc, j'ai mis en scène un producteur, un fabricant de vodka qui va être kidnappé. Mais le kidnapping ne se passe pas bien. Et celle qui doit payer la rançon, elle décide de se barrer en Suisse. Voilà. Oui, mais en même temps, pigeon à l'oseille, on aurait pu penser que c'était en droite ligne avec les recettes, justement, des belles perdrix. C'est-à-dire que moi, j'imaginais déjà... Non, je m'imaginais déjà en cuisine. Bon, alors après... Donc, il y a le deuxième, un cadavre dans le cellier qui, alors lui, est une compilation des meilleurs, je dirais pires moments de ma carrière d'enseignante, puisque je mets en scène une classe de 3e et j'y ai mis tout ce que les gamins ont pu me faire subir, découvrir, révéler, avec, alors, à part le meurtre de ce collégien, on va dire la vie du collège, les réactions des enfants, les réactions des parents, tout ça c'est vrai. Voilà. Ça se passe à Terrasson où j'enseigne. Les milieux culturels, les milieux sociaux malheureusement que je mets en scène, c'est de la réalité. Puisque j'ai mis en scène des enfants qui sont issus de milieux très défavorisés. Voilà. Donc un caillou dans la godasse, là on est sur du parisien en province, huis clos, maison close, non, maison hantée. Et le premier, le tout gentil qui des fois peut passer pour de la new romance parce que j'y parle de mon chéri et de mes belles filles. Ça se passe à Périgueux. Et j'y mets en scène l'histoire de Périgueux avec le 5e chasseur, par exemple. On a eu un régiment de 5e chasseurs qui a fait la richesse de la ville, et quand il a disparu, ça s'est ressenti au niveau économique dans Périgueux. Et là, on est sur une colonelle, voilà, une figure de femme dans l'armée. Et sur le plan de l'ambiance à Périgueux, est-ce que ça a changé quelque chose l'avant et l'après 5e régime? Oui. Déjà, il n'y avait plus de bidas, il n'y avait plus de kaki dans les rues. Vous n'entendiez plus le son du clairon? Alors moi, j'habitais pas à côté, mais certainement que le son du clairon a dû manquer dans le quartier. Donc il y avait un cimetière à côté, donc ça ne devait pas déranger grand monde. Oui, la population est beaucoup plus vieille.
puisqu'il y Oui. avait certains dynamismes. Il y avait ces personnes qui faisaient carrière et puis leur famille et leurs enfants. Oui. Donc maintenant, peut-être qu'on peut en arriver à la dernière question mystère. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, Nelly Sanchez, aujourd'hui, le 18 Alors, avril à comment j'ai Montpellier? formulé préférez-vous dormir ou créer? Ça, c'est une question qu'on m'a jamais posée. Alors, j'adore dormir parce que j'adore rêver. Mine de rien, j'adore mes rêves. Parce que c'est un petit peu comme la tapisserie, c'est-à-dire qu'on passe soudain sous la réalité, on est dans l'envers du décor, avec des connexions de choses auxquelles on n'a pas pensé quand on est conscient, des choses qui nous ont marquées, mais consciemment, on n'a pas conscience. Voilà, j'aime bien rêver. Et tu t'en souviens? Oui, et apparemment on appelle ça des songes. Je me souviens de beaucoup de rêves et des fois j'ai l'impression d'être dans du déjà vu. Ouais. Donc tu revisites tes mémoires antérieures? Oui. Ou tes vies antérieures? Mais je préfère un petit peu la façon de Matrix, le déjà vu là. Et ça t'arrive aussi de rêver les yeux ouverts? Non, je crois pas. Non. Il y a vraiment quand je dors que ces rêves me marquent. Et quand je crée mes collages, j'ai l'impression de faire pareil, d'assembler des choses qui appartiennent à la réalité et soudain de les assembler d'une autre façon, de fragmenter la réalité pour en extraire l'essentiel ou en montrer la poésie. Bon, alors le sujet m'intéresse parce que moi je fais partie des gens qui s'endorment et qui se souviennent plus de rien au réveil tellement ils ont un sommeil profond. En revanche, je visionne beaucoup, je visualise beaucoup. Donc c'est intéressant d'explorer. C'est pour ça que je parlais de est-ce que ça t'arrive de rêver les yeux ouverts, parce que moi quand je rêve c'est comme ça. Voilà. Donc mais ça m'intéresse aussi parce que justement tout le travail des surréalistes ça a été après, quand ils le pouvaient évidemment, de consigner leurs rêves et d'en faire quelque chose et une source d'inspiration. J'ai mis pas mal de mes rêves dans le caillou à la godasse. J'ai trouvé où ça pouvait bien fonctionner pour faire avancer l'intrigue. Alors pour terminer, parce qu'on est pile dans le créneau horaire, finalement préfères-tu dormir et avoir donc une source d'inspiration au réveil, parce que finalement ton sommeil est porteur et tu travailles encore la nuit, quoi. Ou est-ce que tu préfères créer? Je sais pas. Les deux c'est bien parce que j'ai l'impression que dormir, j'ai pas besoin de faire grand chose. Créer, ça demande sortir le matériel, mettre du papier partout et après balayer. Non, je crois que c'est complémentaire. Il y a une complémentarité dans ces deux activités, mais elles sont aussi importantes les unes que l'autre. Oui, et irremplaçable. Et irremplaçable, oui. Quand je me réveille et que je me souviens plus de mes rêves, j'ai l'impression d'avoir perdu ma nuit. Est-ce que chez toi, l'acte de création est quelque chose qui, justement, te met dans un état jubilatoire, ou est-ce que tu as l'impression que c'est quand même une peine, quoi, que ça peut être un processus même angoissant? Alors au départ, c'est vraiment quelque chose de jouissif, c'est-à-dire que je vais avoir le temps de meubler, d'occuper, de m'installer dans ce papier, sur ce papier noir ou sur la feuille blanche. Mais des fois, alors c'est là où ça devient angoissant, c'est quand je dois répondre à une commande. D'accord. C'est que des fois j'ai des cahiers des charges qui sont trop lourds. Parce que les personnes en face ne sont pas des créatrices, donc arrivent avec des préjugés ça, ou des règles. Et normalement, la personne qui est inspirée, elle n'en a pas de règles, il n'y a pas de limite. C'est ça, oui. La dernière fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que vous pourriez faire mon portrait en collage ?» Mais je lui ai dit « Non, je ne peux pas parce que vous êtes une chose réelle, hein, vous existez, et que moi j'invente. Je pourrais peut-être mettre en scène l'atmosphère que vous
inspirer votre univers. Ou coller une photographie, Oui, mais mais ça, ça il y a sera, oui, parmi tant d'autres choses, quoi. Un coup de pâte à fixe sur la bord du frigo et ça sera bien. Voilà. C'est. Non, mais l'angoisse, c'est quand je dois répondre à une commande. Sinon, en général, tu vis ta condition Je vis d'écrivaine et de plasticienne dans la bonne humeur. Ah oui, oui, Bon, oui, oui, voilà, et paisiblement. oui. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis, accompagnés et Supportés. écoutés jusqu'au bout. Nous allons clôturer donc cette séance des rencontres du fauteuil rouge ici à Montpellier. La prochaine, au mois de mai, aura lieu alors avec un acteur du territoire en rencontre du fauteuil rouge délocalisé à Perpignan à la Chambre de commerce et d'industrie avec Monsieur Goz. J'essaie d'alterner. J'arrive pas toujours à la parité, preuve qu'encore nous sommes rares et précieuses. Mais bon, là, il y a deux pendants des rencontres du fauteuil rouge, c'est-à-dire les hommes d'action de terrain qui essaient de mettre en place des projets, et puis ceux, bon, je dirais plus artistes, mais qui, à leur façon aussi, s'insèrent dans la société et essaient d'exercer également un impact ou d'avoir des projets qui puissent être partagés entre tous. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite bon appétit et à une prochaine fois. Merci, au revoir. Merci. Merci.